Je pense que nous pouvons commencer par remercier Madame Sprenger-Charol et puis Monsieur Fayolle pour leurs deux interventions complémentaires, puisqu'on nous a d'abord parlé de lecture et d'écriture et puis d'orthographe, ce qui revient finalement à parler de la maîtrise de la langue. Alors, Madame Sperger, je prononce bien? Oui, non, bon, d'accord. Non, parce que vous avez insisté sur la phonologie, donc je pense qu'il faut quand même que je fasse très attention. Donc, on a bien vu l'importance de cette correspondance graphème-phonème sur laquelle vous avez beaucoup insisté, et sur cette base à partir de laquelle les enfants allaient pouvoir construire eh bien, ce dont on a parlé ensuite, hein, c'est-à-dire le stade orthographique qui nous inquiète un peu quand même, nous qui travaillons surtout dans le second degré, parce qu'effectivement, les problèmes ne sont pas tous réglés durant le temps de l'école. Alors, j'avais une première question pour vous, Madame. Ces enfants, vous avez donc insisté sur cette conscience phonologique et le fait qu'il fallait travailler cette correspondance graphème-phonème. Nous avons, dès la 6e, des enfants en situation de grande difficulté de lecture, et pourtant M. Fayolle nous a dit que c'était quand même plus facile de lire que d'écrire. Mais bon, alors, est-ce trop tard pour eux? Ou que pouvons-nous faire? Parce que vous nous avez dit aussi, il est important que cela se passe le plus précocement possible, dès la maternelle. Et on comprend bien pourquoi. On comprend bien comment se passe cette progression. Et certains d'entre vous ont posé des questions justement sur la progression à l'école. Alors, ma première question, tant pis si je saute beaucoup d'étapes, est-ce trop tard et que peut-on faire pour ces enfants qui ont 11 ans, 12 ans et quelquefois 13 et 14 et qui ont encore des difficultés de lecture, qui déchiffrent, donc on est bien dans un décodage, mais dans un décodage mal maîtrisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau de l'automatisation, la lecture n'est pas assez fluide et comme elle n'est pas assez fluide, elle ne fait pas sens. Et ils ne comprennent pas, ou ils comprennent mal, voilà, et on arrive à des erreurs. Donc voilà. Je crois que mon exposé était centré sur les tout débuts de l'apprentissage. J'ai un peu de difficulté et je suis d'autant plus gênée que si je suis arrivée à travailler sur les bas niveaux en lecture, alors que j'ai commencé ma thèse avec Roland Barthes sur le texte littéraire, c'est parce que j'étais enseignante en collège et en lycée. Et quand je me suis retrouvée en collège, après, en lycée, ça allait. À l'époque, surtout, en lycée, j'avais une formation qu'il fallait, mais en collège, c'était difficile. Et c'est vrai que... Mais là, les réponses sont différentes et j'ai pas de résultats de recherche à montrer. Ce que je peux dire, c'est en tant que militant pédagogique, on a créé une revue qui s'appelait Pratique et on a fait un certain nombre... essayé de faire passer un certain nombre de messages sur comment faciliter l'apprentissage pour ces enfants de collège, centré sur la langue. Donc ça, c'était un travail... La revue Pratique continue. Mais en tant que chercheur, j'avoue que... je ne sais pas trop que dire sur, si ce n'est des choses anecdotiques. J'ai bilanté une fois un dyslexique dont la mère me disait ce qu'il faut faire de l'orthophonie. Ce dyslexique-là faisait du théâtre, il devait lire à haute voix. Je lui dis non, qu'il continue à faire du théâtre et qu'il fasse du théâtre, ça lui fait plaisir et c'est là où c'est difficile pour lui. Et c'est quelqu'un qui est maintenant un bon comédien. Et je ne sais pas ce qu'il en est de sa dyslexie, je ne l'ai pas rebilanté. Mais c'est vrai que la pratique, à ce niveau-là, mais je n'ai pas de réponse de recherche, il n'y en a pas, je ne crois pas à ce niveau-là, quoi. Je ne peux rien dire que des choses anecdotiques comme celles que je viens de dire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les choses le plus tôt possible, avec la complexité de la langue. Michel Fayolle a bien montré que c'est vrai qu'on a cette morphologie, mais qu'on ne sait pas assez utiliser. Et la morphologie dans le corpus Manulex, ou sur lequel on a fait la consistance des correspondances graphème-phonème, c'est un corpus qui est non lématisé, c'est-à-dire il y a toutes les marques morphologiques. Et le gain qu'on obtient de consistance quand on tient compte de la morphologie flexionnelle, c'est un gain de 10% pour les finales, ce qui est énorme. Ça a un coût,
C'est-à-dire on apprend un peu plus de correspondance graphème-phonème, mais en même temps, en consistance dans le système, ça a un gain. Ça aussi, ça n'a pas été testé au niveau de l'enseignement. Mais je suis désolée de répondre à côté mais je n'ai rien, si ce n'est que c'est vrai que c'est d'autres choses qu'on a à mettre en place au collège. C'est vraiment... Mais je n'ai rien à dire de plus. Voilà, on avancera aussi de ce point de vue-là, mais je pense que c'est quelque chose qui est ressenti au niveau du collège, alors absolument de manière de plus en plus vive. Et on voit par exemple des professeurs de lettres demander des formations sur la dyslexie, sur l'apprentissage de la lecture, alors qu'on ne voyait pas ça il y a quelques années. Donc il y a une sensibilité de la part des professeurs du second degré sur justement vos travaux, parce que pour comprendre ce qui se passe dans nos classes aujourd'hui, eh bien, on est obligé d'aller vers ce qui se passe à l'école. Et c'est tout le sens de ce qu'on vit tous. Je passe parole à mon collègue pour revenir sur le premier degré peut-être. Oui, bonjour à tous. Depuis ce matin, nous entendons un certain nombre de résultats de la recherche qui peuvent laisser à penser, qui laissent à penser l'importance des enseignements explicites. La question que je me pose est en lien avec les questions que vous avez déjà initiées par rapport aux ateliers de demain, et j'irai assez volontairement dans ce sens-là, de traduire déjà vos apports sur des questions de pilotage de l'enseignement que se posent les enseignants, bien évidemment compte tenu des apports de la recherche. C'est la question des liens qu'évoquait M. Blanquet ce matin, et notamment des liens en termes, je dirais, de succession temporelle. Donc les questions de progressivité. Parmi les questions qui nous ont été posées par les collègues, la question du simple complexe. Comment et quels conseils en termes de pilotage des enseignements vous auriez à donner à des enseignants et à des corps d'inspection relativement à cette notion de simple complexe? Donc première question, et j'associerai une seconde question parce qu'elle me semble être en lien. Ça a été abordé ce matin également par le collègue Yuen en ASH, le lien entre, on va dire, des entraînements sur des modules bien spécifiés, avec la construction que nous avons à établir de compétences plus globales et plus complexes. Donc cette question de lien à la fois dans ces deux dimensions temporelles, à la fois en succession, c'est-à-dire entre des entraînements sur des objets bien précis avec la construction des compétences, et les liens temporels en termes de progressivité des apprentissages. Si je comprends bien la question, mes choix. Je vais commencer par répondre à la deuxième de vos questions. Il me semble que le problème de l'enchaînement entre des activités, on peut les appeler des entraînements, mais peut-être très précises, visant des objectifs bien délimités, avec des procédures également bien précises. Il me semble que le problème de l'articulation avec des objectifs plus ambitieux, finalement c'est ce que j'ai présenté avec ma première diapositive, n'est pas vraiment problématique. Le problème, c'est celui d'assurer un va-et-vient entre, d'une part, des activités riches, complexes, du style production de texte, compréhension de texte, et d'autre part, des activités plus définies, que l'on peut définir soit avec une progression a priori, pourquoi pas, ou soit à partir des besoins qui sont recensés à partir des activités elles-mêmes de production, de compréhension. On a ces deux voies, sachant que si on prend l'option de définir les activités précises, les sortes d'entraînement à partir des besoins qui sont recensés chez les élèves, le risque, c'est que la logique ou l'enchaînement des entraînements successifs risque d'être très éloigné de ce que pourrait être une organisation peut-être plus rationnelle. Et franchement, je ne sais pas s'il y a une manière de choisir qui soit optimale actuellement. Je sais que l'INDA, par exemple, à Genève, avait essayé de mettre en place un enseignement de l'orthographe uniquement à partir de production de texte, etc., et que à la fin, elle était un peu déçue parce qu'elle espérait que ça donnerait des résultats bien supérieurs à ceux pour lesquels on était plutôt
comment favorable. Et en fait, elle n'avait pas obtenu ce qu'elle attendait de ce point de vue-là. Mais l'articulation entre des activités riches, complexes et des entraînements ne me semble pas problématique. Après tout, c'est la même question avec la résolution de problèmes et puis l'apprentissage des opérations. C'est la même question à propos de la compréhension et du décodage. Simplement, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il faut probablement consacrer très peu de temps à ces activités très précises, bien les concevoir, de façon à ce qu'on puisse assurer des acquisitions qui soient, si possible, stables et généralisables. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi peut-être imaginer une progression linéaire et en même temps spiralaire, enfin... Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut peut-être essayer de jouer sur... on peut essayer en tout cas. Oui. Et alors, peut-être, alors revenons à la première question. J'avoue que dans un certain nombre de cas, définir ce qui est simple et ce qui est complexe est relativement facile. Par exemple, en termes de nombre de mots, de diversité des mots. Et puis dans d'autres cas, j'avoue que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas dire si l'accord du participe passé, c'est plus compliqué que l'accord de l'adjectif. Je ne sais pas dire si l'absence d'accord de l'adverbe, et oui, ça existe, hein. Après tout, on accorde les adjectifs et pas les anglais. Nous n'accordons pas les adverbes. Est-ce que c'est problématique ? Je ne sais pas s'il existe dans le domaine de l'orthographe ou de la lecture une progression qui nous permettrait de dire qu'on peut aller du simple au complexe. Oui, pour la lecture, je pense qu'on peut partir quand même des régularités de l'orthographe du français. Il y a un certain nombre d'éléments de correspondance graphème-phonème qui sont à la fois et plus fréquentes et plus régulières. Mais il ne faut surtout pas partir de la notion de lettres. La base de notre système d'écriture, surtout quand on a les voyelles nasales, ce n'est pas la lettre, c'est le graphème. Et je ne vois pas pourquoi, dans beaucoup de méthodes, le OU est appris très tardivement, alors que le OU est parfaitement fréquent et parfaitement cohérent. OU ne peut se lire que OU. Donc il faut partir, et c'est ce qu'on a essayé de faire à partir de Manulex. Donc, on a à la fois dans cet instrument, on a les correspondances les plus régulières et les plus fréquentes, celles qui sont dans les mots les plus fréquents. Alors, ce qui est simple, c'est que tout n'est pas dans les correspondances régulières. C'est vrai qu'il faut en même temps apprendre des mots par cœur, comme le verbe être. Mais ça aussi, il y a des bases de données qui vous donnent des instruments et qu'il faudrait peut-être mettre plus à la disposition des enseignants. Et là, j'ai travaillé avec la Banque mondiale récemment. On a monté un programme avec une ancienne étudiante qui travaille dans un institut de recherche aux États-Unis pour apprendre à lire. Là, il y a des premières expérimentations à Haïti, en partant d'une progression qui s'appuie sur la réalité de l'orthographe du français et au début sur ce qui est le plus cohérent et le plus fréquent. Alors, il y a une autre chose, j'en profite pour... il faudrait aussi donc, que les enseignants connaissent bien la langue. Et puis ensuite, il y a des termes qui me gênent. Conscience phonologique, pour moi, ça ne veut rien dire. Ce qui est important dans une écriture alphabétique, c'est les relations graphème-phonème. Et il y a deux niveaux à ce niveau-là. Il y a d'une part les capacités de segmentation. Ce qu'Isabelle Lieberman disait, casser le code. Il faut comprendre que car, il y a 3 éléments articulatoires. On n'a pas besoin de ça pour apprendre à parler. Mais on en a besoin crucialement pour apprendre à lire. Il y a k qui fait rien, il y a a et il y a re. Il y a un deuxième élément qu'a présenté Franck Ramus ce matin, qui sont les capacités de discrimination phonémique. Ça, on en a besoin pour apprendre à parler, et on en a besoin pour apprendre à lire. Quand on confond par et car, on est mal parti pour apprendre à lire. Donc il y a 2 capacités, et si déjà, pour le simple et le complexe, on essayait de bien séparer pour enseigner ces 2 éléments, la conscience, ce qu'on appelle la conscience phonémique, qui sont les capacités de segmentation phonémique, ne sont nécessaires que pour apprendre à lire. Ils ne sont pas nécessaires pour apprendre à parler. Par contre, la discrimination phonémique, et ça c'est très important, surtout quand on va apprendre à parler, mais aussi à lire, à des enfants qui n'ont pas le système du français comme langue maternelle. Parce que le petit espagnol qui a du mal avec U et OU,
qui a du mal avec B et V. Donc ces deux, et là je pense que c'est quelque chose qui renvoie fondamentalement à la formation des enseignants. Et moi je plaide, une de mes formations initiales c'était la linguistique, c'est qu'ils aient aussi une bonne formation à la langue et qu'ils connaissent la réalité de l'orthographe du français. Le iode quand c'est Y et quand c'est pas la même chose. Donc il y a des choses, si les enseignants étaient mieux formés, ils seraient peut-être mieux à même d'intervenir dans les classes. Et une formation à la linguistique, ça demande un certain temps, y compris à la morphologie. Parce que quand on regarde ce qui peut, le S de gris ou le D de lent, c'est un D qui permet à la fois une flexion ou une dérivation, lenteur, lente. Donc tout ça, alors, et là, ça renvoie, je pense, à des problèmes d'éclaircissement vis-à-vis des enseignants. L'enseignant, un des éléments essentiels aussi des synthèses internationales, c'est la façon dont l'enseignant maîtrise sa propre matière, l'enseignement qui peut être explicite et bien fait.